monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais un petit recap de mon business journey. Comment je suis devenue entrepreneur, pourquoi je suis devenue entrepreneur, c'est quoi mon background, de où je suis partie. Donc on va se faire une espèce de ligne du temps. Je vais partir de mes études jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment la suite de mon vidéo Get to Know Me, mais vraiment axée sur mon parcours entrepreneurial. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. Si le contenu business et lifestyle t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et sur ce, ça part. En passant par donner mes ongles qui sont vraiment catastrophique. Du plus loin que je me souvienne, quand j'étais petite, quand j'ai commencé à garder des enfants, je faisais des petits pamphlets, j'aimais ça comme me promouvoir. J'ai jamais fait de stand de limonade, mettons, mais j'aimais ça faire des ventes de garage. Et à l'école, quand il fallait faire des présentations PowerPoint, des présentations sur des affiches, c'est tout le temps moi qui voulais les faire. On a déjà eu même du montage vidéo à faire pour un film d'horreur qu'on a fait en secondaire 2, si je me trompe pas. Donc tout ce qui était visuel, on a eu à faire un magazine à un moment donné. C'est vraiment tout le temps moi qui disais je veux le faire, je veux le faire. J'ai tout le temps vraiment trippé là-dessus et dans le temps j'utilisais c'est Publisher que ça s'appelait. Et j'ai tout le temps vraiment aimé tout ce qui était artistique. J'ai fait de la danse très longtemps. Je choisissais toujours à l'école l'option art plastique, l'option art dramatique. J'ai fait des cours de chant. J'ai tout le temps été quelqu'un de quand même artistique. Donc quand est arrivé le temps de choisir ma carrière, ce que je voulais faire de ma vie au secondaire, je le savais pas trop. Quand j'étais jeune, j'ai voulu être vétérinaire. J'aimais full les animaux, j'aime encore full les animaux aujourd'hui. Et quand j'ai disséqué une souris en secondaire 4, j'ai comme fait non, pas pour moi. J'aimais aussi le volet architecture. J'étais comme, architecte peut-être, mais je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était plus la décoration d'intérieur que être architecte, faire des plans. J'ai voulu, quand j'étais très jeune, réparer des écrans de cinéparc. Fouillez-moi pourquoi, je ne sais pas. Donc, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai vraiment fait des tests avec la conseillère d'orientation et ça m'avait donné designer graphique. Puis là, je me suis dit, c'est quoi cette job-là? Je savais pas trop c'était quoi, je savais pas que ça existait quand j'avais 15-16 ans. Et quand j'ai lu la description et que j'ai été voir un peu c'est quoi, j'ai comme fait oh my god, c'est ça que je veux faire. J'aime tellement ça faire des présentations, faire des montages à l'ordi, je vais faire de la publicité, j'aimais vraiment tout ce qui était montage numérique et tout. Donc je me suis vraiment dirigée vers le monde du design graphique. J'ai fait mon test d'entrée pour le cégep, puis je m'étais même dit si je passe pas, je sais pas ce que je fais d'autre. J'ai aucune idée. Aujourd'hui avec le recul, il y a des choses, des intérêts qui se sont développés. J'aime beaucoup tout ce qui est la nutrition, j'aime la décoration d'intérieur. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu faire, mais à ce moment-là, j'étais comme ça, j'étais comme oh non, moi je fais rien d'autre que ça. Si je peux accepter, je sais pas ce que je fais, je vais faire mes cours de base puis je vais me réessayer l'année prochaine. Finalement, j'ai été acceptée au cégep et j'ai fait une technique en design graphique. Et mon aventure entrepreneuriale a commencé plus officiellement dans cette période-là. Je dirais, j'ai commencé à faire des petits mandats par-ci par-là, donc la mère d'une amie, le cousin de quelqu'un, la connaissance de ci. Donc des petits mandats pendant que j'étais encore aux études, évidemment, genre gratuitement ou comme à 15$ de l'heure, tu sais, quelque chose comme ça. Mais j'apprenais en même temps, puis j'ai beaucoup appris de l'expérience d'avoir des clients. Et à un moment donné, bouche à oreille, j'ai continué d'avoir des clients on the side pendant et après mon cégep. Après mon cégep, j'ai trouvé un emploi presque directement en sortant qui était supposément dans mon domaine, mais finalement, le monsieur, il avait besoin d'une secrétaire qui savait utiliser Photoshop, mais comme je recorderais des photos puis j'animais une page Facebook. Dans le temps, Facebook, c'était assez nouveau. Je connaissais pas vraiment ça, puis je faisais un peu n'importe quoi, mais j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ce que je faisais, j'aimais pas mon boss. J'habitais encore chez mes parents, je revenais, je pleurais. Il était pas super gentil. J'ai fini par lâcher cette job-là. Mes parents m'ont dit écoute, t'as pas d'obligation, t'habites encore chez nous, t'es vraiment malheureuse avec cet emploi-là. Quitte ton emploi. Au pire, retrouve-toi quelque chose à temps partiel pour l'instant. J'ai travaillé pendant toutes mes études au McDo. Je pense qu'il m'aurait repris, tu sais, si j'avais voulu y retourner. Mais on dirait que je voyais ça un peu comme une failure. Je me disais, Colin, tu sais, je pensais vraiment avoir trouvé quelque chose rapidement dans mon domaine. Puis moi, j'avais des rêves plein la tête, des idées plein la tête. J'avais des amis qui avaient des jobs dans des agences, dans des petites startups qui faisaient des choses vraiment cool. Puis moi, je recordais des photos sur Photoshop et je répondais au téléphone. Ça allait pas bien. À peu près 2 mois plus tard, j'ai postulé au Centre des congrès de Québec pour rentrer dans l'équipe des communications comme designer. Et il y avait déjà un designer senior qui était là, mais il y avait besoin de renfort parce qu'il y avait trop de jobs pour une seule personne. Et c'est paragouvernemental, le Centre des congrès, donc il y a plusieurs étapes avant de rentrer
dans l'équipe et il y a comme un test de français, 2 entrevues, bref, c'est assez, c'est assez long avant de pouvoir rentrer et c'est quand même stressant parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Puis là, à chaque fois que tu te rends à l'autre étape, t'es comme OK, yes, je l'ai. Et finalement, j'ai eu le poste. Et je suis restée là 2-3 ans, si je me trompe pas. La gang au centre des congrès était awesome. On avait tellement de fun. On était un peu la bête noire du centre des congrès. Notre poste était un peu plus flexible. Parce que bon, c'était paragouvernemental, c'était vraiment 8 à 4, 1 heure de dîner entre midi puis 13h. Tu peux pas déroger de ça. Tu peux pas commencer plus tôt, finir plus tôt, tu peux pas jouer avec ton horaire. C'était très corpo, mais nous, on était comme la gang au com, on se faisait des dîners potluck, notre boss était un peu plus flexible sur l'horaire, des fois on allait dîner toute la gang, on était comme « Oh, il est 1h moins 10, faudrait aller », puis notre boss était comme vous reprendrez vos heures demain ou plus tard, vous finirez plus tard. Puis je dis pas qu'elle le faisait tout le temps, mais une fois de temps en temps, elle était un peu plus flexible. On avait bien du fun, mais ça reste que c'était quand même corpo. Et don't get me wrong, j'aimais vraiment ma job, j'aimais vraiment la gang, mais ça reste qu'il y avait un designer senior, donc je me ramassais un petit peu plus comme infographiste, c'est moins moi qui lidais les projets ou qui faisais de la création, je faisais plus de l'exécution une fois que le projet était mis en place, si je peux dire comme ça, et je commençais, c'est normal, puis c'était pas correct, mais j'avais quand même plusieurs mandats où ce que je lidais de mon côté à mon compte parce que j'ai continué à avoir des mandats puis j'en avais de plus en plus. Et à un moment donné, ça reste du corpo aussi, puis c'est tout le temps pour la même entreprise, le même organisme. Je trouvais ça un peu redondant, mais j'aimais la gang puis j'aimais quand même la job, donc je voulais pas nécessairement partir. Et à un moment donné, il est venu un moment où j'ai l'impression qu'il y avait trop de jobs pour une personne, mais pas assez pour deux. Je me tournais un peu les pouces à la fin, je cherchais quoi faire, je demandais quoi faire, puis je finissais que je faisais du ménage dans les dossiers. J'ai commencé à faire de la photo événementielle à ce moment-là aussi. Donc, dans les soirées, j'allais aux événements et je pouvais prendre un petit verre de vin, manger la bouffe qui était là, je prenais des photos, je parlais aux gens. J'aimais vraiment ça. Créer du contenu, en fait, avec l'appareil photo, puis rencontrer des gens. Donc ça, c'était un volet de mon travail que j'aimais aussi, mais ça, c'était plus de soir, donc c'était un peu des heures supplémentaires que je pouvais me mettre en bande. Mais côté design graphique, moi j'avais étudié pendant 3 ans pour ça, c'est ça que je voulais faire. Je manquais de défis un peu. Donc là, je vous parle vraiment de mon parcours professionnel, mais le côté business s'en vient, inquiétez-vous pas. J'ai vraiment continué à avoir des mandats à mon compte pendant tout ce temps-là. À ce moment-là, je suis encore chez mes parents et je manque un peu de stimuli à ma job, donc je me pars une business. Je me pars une business avec ma meilleure amie du temps et on se lance une agence événementielle. Je suis dans ma passe festival, party, je suis célibataire. Donc on lance une agence événementielle et on a bien du fun, on aime bien ça, on rencontre des gens, on commence à organiser des événements dans les bars. Mais moi, à long terme, j'ai une vision, genre moi, je veux organiser des mariages, je veux organiser des gros événements corpos. Parce que j'assiste à des événements comme ça au centre des congrès, fait que je vois qu'est-ce que c'est d'organiser ça. Je suis dans le club social, j'organise les parties de Noël, j'organise les activités d'équipe, donc j'aime vraiment l'organisation d'événements. Puis je suis jeune, c'est souvent moi qui organisais les sorties entre amis, les surprises, donc j'ai tout le temps aimé ça, l'organisation d'événements. Et on s'est parti d'une business. Ma partner avait une autre vision, mais on commence à quelque part de toute façon. Et pendant ce temps-là, je rencontre aussi mon chum, que je suis encore avec aujourd'hui, et il y a aussi une entreprise qui m'approche pendant que je travaille au centre des congrès, qui est une entreprise de tricot artisanat qui existe depuis plusieurs années, qui est une entreprise familiale, qui est une petite entreprise, c'est pas gros comme le centre des congrès. Ils m'approchent sur LinkedIn pour me dire qu'ils ont besoin un peu d'une gestionnaire de projet, quelque chose comme ça. Puis là, je comprends pas trop pourquoi ils m'écrivent, puis ils disent que mon profil correspond. Mais je pense que le titre du poste que la recruteur a mentionné comme chargé de projet, c'était vraiment mal défini parce que, en fait, il y avait besoin de quelqu'un qui avait du leadership, donc considérant que je faisais des mandats de graphisme à mon compte, que j'avais une agence événementielle, que j'avais un emploi en même temps, il devait se dire que, j'avais un certain leadership. Mais finalement, il y avait besoin de quelqu'un au marketing, comme designer, s'occuper des médias sociaux. Et parallèlement à leur boutique d'artisanat, ils ouvraient une salle événementielle, donc j'avais comme les deux. Je cherchais pas nécessairement d'emploi, mais je commençais à fatiguer où j'étais, manque de défis un peu, malgré que j'ai mon agence événementielle on the side. Finalement, je m'en vais faire l'entrevue.
C'est sûr que paragouvernemental, j'avais des bons avantages sociaux, des assurances, des vacances, un bon salaire. Je pense qu'une demi-heure après l'entrevue, la boutique m'appelait pour me donner le poste. J'ai dit, je vais prendre la fin de semaine pour y penser parce que moi, je cherchais pas d'emploi, j'étais un peu chouk. Je me disais, je vais être autonome, je vais avoir du défi parce que ils veulent mettre leur boutique en ligne, je connais rien là-dedans, je vais l'apprendre. M'occuper des médias sociaux. Puis là, Facebook, ça faisait une couple d'années, Instagram aussi, ça commençait à être quand même populaire, puis j'aimais quand même déjà vraiment beaucoup Instagram, mais c'était cool, je vais m'occuper des médias sociaux et je vais m'occuper des événements. Là, je suis comme, mais voyons, c'est la job parfaite pour moi. Design, marketing, événements, je capote. J'ai réussi, c'est sûr que j'avais pas d'assurance, mais j'ai pas de problème de santé, fait que c'était pas tant important pour moi à ce moment-là non plus, mais j'ai réussi à avoir le salaire que je voulais, les vacances que je voulais. Flexibilité d'horaire, moi, il m'avait dit tu rentres à 7h30 pour partir à 3h30, tant que la job est faite, ça me dérange pas. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cet emploi-là. Au même moment où j'ai changé d'emploi, je suis partie de chez mes parents, j'ai emménagé avec mon chum, donc c'était une période qui avait beaucoup de changements. Et peu après avoir commencé tout ça, on dirait que je me suis comme posée. Puis là, c'était la folie. Tu déménages chez tes parents, il n'y a plus personne qui fait tes repas, puis ton épicerie, puis ton lavage. Donc c'est quand même du temps dans ta semaine. J'avais des mandats en design graphique, j'avais ma job temps plein, plus des fois des événements les soirs et les fins de semaine à m'occuper. Et j'avais mon agence événementielle. Donc à un moment donné, je pouvais pas tout faire et j'ai décidé de arrêter l'agence événementielle. J'ai oublié de dire qu'à travers tout ça, j'ai pris un cours en lancement d'entreprise. Donc, j'ai commencé le cours avec mon projet de designer et je l'ai terminé avec le projet d'agence. J'avais aussi un coach qui me suivait à toutes les semaines. J'ai beaucoup appris de ce cours-là, mais je pense qu'on apprend vraiment beaucoup sur le tas. Puis c'est sûr qu'il y avait beaucoup de notions de comme marketing, ton branding et tout comme ça. Fait que tous ces cours-là, j'étais comme bon, ok, tu sais, je connais déjà tout ça. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment la relation que j'ai eue avec mon coach, beaucoup plus que les cours. Donc, si j'avais à recommander quelque chose, le cours il coûte 30$. Prends-le le cours. Je pense que ça peut vraiment aider à avoir une vision globale de c'est quoi lancer une entreprise. Ça fait du réseautage aussi, ça fait rencontrer des gens, c'était quand même intéressant. Mais take the damn coach, ça, j'ai jamais regretté autant ce coach-là que d'avoir pris d'autres coachs business. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. À ce moment-là, je travaille à l'entreprise de tricot. J'ai mes mandats on the side. J'habite avec mon chum. Tout va bien, j'aime la job. Mais là, le côté événementiel que je pensais, que j'ai mis de côté avec ma partner, que je pensais avoir dans l'entreprise, se développe pas comme que je veux, mais j'aime quand même la job. Tu sais, tout va bien. Et on travaille aussi avec d'autres entreprises qui sont les fournisseurs un peu de cette business-là. Donc, je travaille là à peu près 2-3 ans et cette entreprise-là est gérée par deux frères. C'est vraiment une entreprise familiale, mais je travaille plus avec un des deux. L'autre s'occupe plus du volet admin, comptabilité, développement et l'autre est vraiment plus sur place. C'est plus le créatif, on va dire, et l'autre, c'est plus le corporate man. Et on travaille, comme je disais, avec des fournisseurs. Un fournisseur en particulier qui importait des produits, qui faisait l'achat de produits pour la boutique. Et je travaillais régulièrement avec lui et je me suis mis à avoir des petits mandats pour son entreprise à travers l'entreprise par laquelle je travaillais. Et à un moment donné, un des deux frères et la personne de cette entreprise d'importation de produits-là m'ont offert une offre qui me semblait donc bien incroyable à cette époque-là. Ils m'ont dit, on a un projet, on aimerait lancer une agence de design, une agence de marketing et à ce moment-là, je rappelle que j'ai fait la transition vers une boutique en ligne. Je m'occupe de la pub, je m'occupe des médias sociaux, je m'occupe des designs d'emballage, je m'occupe de pratiquement tout le volet marketing de l'entreprise. Et ils trouvent que j'ai du leadership, ils savent que j'ai des contrats à mon compte. Et eux, ces deux personnes-là, c'est des hommes d'affaires qui ont plusieurs business, qui ont investi dans plusieurs business, qui ont des gros projets. C'est des vendeurs, on va dire. Et ils m'ont vendu une offre que je pouvais littéralement pas refuser. Mais sur le coup, j'étais tellement chouk de me faire offrir ça, tellement... il m'offre ça, tu sais, à moi. C'était avant le temps des fêtes. Donc, pendant les fêtes, j'ai pris le temps d'y penser. J'ai dit, écoutez, je vais y penser. Puis, il était comme, oui, pas de trouble. Parle-en à ta famille, à tes amis, tu sais, prends le temps d'y penser, il y a vraiment pas de problème. Puis, après les fêtes, on regardera qu'est-ce qu'on fait. Et moi, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. L'offre que j'avais, c'était, tu lances une agence marketing, t'as toutes les vacances que tu veux déjà, nous, on t'apporte full de clients, etc., etc. Tu sais, la grosse affaire. Donc, tu te lances à ton compte, mais tu as déjà une sécurité financière et tu as déjà des vacances. Entre vous puis
moi, c'est pas ça être entrepreneur. Mais à ce moment-là, ça a l'air vraiment beau. Tout le monde me dit, ben voyons, tu peux pas refuser, c'est malade, c'est des hommes d'affaires d'expérience. Moi, à ce moment-là, j'avais début vingtaine, eux avaient comme peut-être 40 ans. Fait que, ils ont quand même plus d'expérience que moi, ils connaissent full de monde. Ils me vendent la grosse affaire, on va t'apporter full de clients, on va faire full de cash. Puis là, je suis comme, oh my god! Et finalement, j'accepte leur offre et c'est là qu'est née Moose Agence Marketing, qui est mon entreprise aujourd'hui. Donc, on lance ce projet-là et comme c'est un des deux frères de la boutique avec qui est un de mes deux partners, la boutique demeure mon client et me feed encore 25-30 heures par semaine. L'affaire, c'est que moi, on m'avait dit que je serais payée temps plein tout le temps, no matter what. Et là, le discours a changé. Un coup qu'on a signé le contrat, puis moi, je connaissais pas trop ça, j'ai fait confiance à l'avocate, c'est un petit chinois. Tu vas te payer 40 heures si tu travailles 40 heures facturables. Si vous êtes en entrepreneuriat, vous le savez que 40 heures facturables, ça se peut pas. Même un employé n'est pas facturable 40 heures. Ça ne se peut pas. Maintenant que j'ai des employés, je le sais. Donc oui, j'avais 25-30 heures facturables pour la boutique pour laquelle je travaillais, qui était demeurée notre client. Mais là, il fallait que je fasse 40 heures facturables pour être payé mon 40 heures. Mais dans ça, c'est où que je développe la business. Parce que quand on développe notre business, c'est pas facturable. Les médias sociaux, développer le site web, trouver des clients, faire des appels avec les clients, faire la gestion de la business, faire la facturation. Donc là, moi, j'ai le stress de devoir facturer 40 heures par semaine pour devoir être payé 40 heures. Et en plus, je dois développer la business parce que les deux partners avec qui je suis, des hommes d'affaires, c'est des vendeurs, sont bons dans ce qu'ils font. C'est pas des gars de marketing, c'est pas eux qui vont faire le site, c'est pas eux qui vont faire le branding. Et ils sont pas designers non plus, donc c'est pas eux qui vont faire les mandats. Donc je me ramasse à travailler 80 heures par semaine, tout le temps, et d'avoir toujours le stress d'avoir 40 heures facturables, parce que si j'ai pas 40 heures facturables, j'ai pas ma paye au complet. Puis j'ai besoin de ma paye pour vivre, moi je vis avec cette paye-là. Je me suis honnêtement quand même vraiment brûlée, mais je me suis dit, c'est un coup à donner, ça va valoir la peine, à un moment donné, ça va changer. Ils vont apporter des clients, je vais pouvoir engager quelqu'un pour la gestion, nos médias sociaux, nos trucs comme ça. Eux étaient supposés de me rapporter donc ben des clients et de me rapporter donc ben de l'argent. Puis après un an et demi avec eux, ils m'avaient pas rapporté de clients. Ou presque pas. Leurs clients qui m'avaient rapporté, c'était leur propre business à eux, à qui évidemment on faisait un tarif préférentiel, donc on faisait pas vraiment de profit dessus. Ça couvrait mon salaire et un petit peu plus, donc tarif préférentiel. Et les autres clients étaient leurs amis ou leurs clients à eux qui lançaient une deuxième business, donc vraiment plus des bouches à oreille de on en a parlé autour d'une bière, c'est devenu un client et tout, mais il n'y avait pas de démarche vraiment pour les clients. Et là, moi, vraiment trop fine, me dis, ils sont vraiment occupés, c'est des businessmen, je vais leur faire une liste. Moi, je suis pas bonne en vente, je suis pas bonne en cold call, c'est pas ma force. Puis je m'occupe déjà de tellement d'affaires, c'est la seule chose qu'ils ont à faire, de me rapporter des clients. Donc, je leur fais une liste avec des clients qui seraient intéressants pour faire des cold calls. Donc, je trouve les entreprises, les coordonnées, la personne responsable, le numéro de téléphone, le courriel. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est appeler et faire leur pitch de vente pour closer les clients. Chose qui n'a jamais été faite. Et j'ai ma coach dans ce temps-là, je lui parle, je suis pas bien, je suis prisonnière de mon entreprise, je me sens comme une employée, mais qui fait 80 heures par semaine, puis que la moitié de ces heures-là sont pas payées. T'sais. Finalement, je réfléchis, puis je me dis, je peux pas vivre comme ça, je suis pas heureuse, mais en même temps, je veux demeurer entrepreneur, je veux garder cette business-là, j'ai tellement travaillé fort pour la monter. Et là, on commence à avoir une certaine notoriété aussi. Il y a des gens qui viennent à moi par le bouche à oreille de des clients que moi j'ai trouvés. Fait que là, le nom de Moose commence à circuler, puis je me dis, Caroline, tu sais, je peux pas mettre ça à la poubelle, puis je me vois pas retourner dans une job 8 à 4. C'est impossible que je fasse ça. Donc, je décide de faire le move, de racheter mes parts. Moi, j'étais à 50%, donc j'étais majoritaire. Et eux étaient à 25-25, mais ils prenaient pas mal les décisions ensemble. Donc, je considère que c'était une team à 50 et moi à 50, donc c'était 50-50. Mais c'est moi qui étais majoritaire, fait que c'était comme l'excuse pour que j'en fasse plus, on s'entend. Avant ça, j'ai proposé des solutions. J'ai demandé d'avoir plus de parts, j'ai demandé que l'affaire du salaire de 40 heures, ça change. J'ai demandé plusieurs solutions, j'ai apporté que j'étais plus bien là-dedans. Donc, je suis pas arrivée du jour au lendemain en disant « Ah, moi, je rachète mes parts ». J'ai quand même apporté des solutions et c'était toujours « Non, non, non » ou c'était « Oui, mais il le faisait pas ». Et à un moment donné, je me suis juste tannée et j'ai annoncé que je désirais racheter les parts. Et quand on avait lancé l'entreprise, je m'étais fait dire « On essaye, si ça marche pas pire ami, on se sépare, pas de stress, ça ne s'est pas passé comme ça ».
Les personnes avec qui j'étais, c'est pas des mauvaises personnes. Je veux pas parler en mal d'eux, c'est pas ça l'objectif. C'est juste de raconter comment je me suis sentie et l'histoire derrière ça. Mais ça a pas fait l'affaire. Et il y avait pas de oh, on se sépare, il y a pas de stress. Moi, je me disais, ils m'avaient dit ça. Je vais leur annoncer ça, ils vont être un peu déçus. Ils vont partir avec leurs clients, ils vont partir avec les miens. Je m'étais dit, au pire, je me trouverais une job temps partiel pour arrondir les fins de mois si jamais j'ai pas assez de clients pendant un bout, puis c'est bien correct avec moi. Je pensais vraiment que c'est ça qui se passerait. Mais je crois qu'ils voyaient le potentiel que j'avais. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de me lancer en affaires avec eux. Et ça a vraiment été pendant 2-3 mois des négociations difficiles. Eux me disaient « Ok, parfait, on va te racheter tes parts. » Mais dans le contrat, s'ils me rachetaient mes parts, j'avais pas le droit de me relancer à mon compte ni de travailler pour une agence pendant 3 ou 5 ans, ce qui est complètement ridicule. Donc, si eux rachetaient mes parts, je pouvais plus travailler dans mon domaine, ni être à mon compte. Mais moi, j'ai des clients à ce moment-là qui sont mes clients depuis des années. Puis j'ai même un client qu'aujourd'hui, c'est encore mon client. Ma caméra a littéralement surchauffé. Ça disait appareil en surchauffe, laisser refroidir. Donc peut-être que le cadrage est un peu différent. Et là, j'arrive au moment de la journée où il est un peu trop tard pour filmer dans ce coin-ci en n'ayant pas besoin de fermer mon store. Fait que je vais le fermer. Ça se peut que la luminosité soit pas comme tantôt. It's fine. On apprend. C'est ça, le soleil plombait puis comme ça a chauffé la caméra. Mais c'est pas grave, it's fine. Ce que j'ai à dire va être la même chose. Et on fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. On poursuit. A few minutes later. J'ai encore la belle barre bien droite d'en face, mais on va s'accoter un peu de même pour poursuivre l'histoire. Donc c'est ça, on m'avait dit pas pire ami et tout, et finalement, j'aurais pas pu travailler dans mon domaine pendant plusieurs années. Ils voulaient même pas enlever cette clause-là au contrat, donc ils voulaient vraiment me tenir bien serré pour pas que je m'en aille. Et finalement, après plusieurs mois, plusieurs semaines de pas dormir, puis d'ostinage, puis de négociations, ils voulaient faire évaluer l'entreprise, une entreprise qui génère en ce moment aucun profit, qui a à peu près un an et quelques d'existence. Andrew puis moi, là, ça vaut rien une entreprise comme ça. Ça vaut strictement rien. À part peut-être le matériel, fait que tu sais, mon ordi à 3000 qui avait déprécié peut-être à 2000, puis ma caméra qui valait peut-être maintenant à 500$. Fait que tu sais, moi j'avais même offert, j'étais comme, regarde, je vais vous donner 1000 ou 1500$ chaque, puis comme, on n'en parle plus. Je pars avec mes clients, je partais avec les vôtres, puis that's it. La boutique d'artisanat était quand même considérée comme un gros client. C'est lui qui me fidait la majorité de mes heures et il partait avec. Donc il partait avec une grosse valeur quand même. Et finalement, ostinage, j'étais plus capable, j'étais brûlée, je filais pas bien. J'ai fait, you know what, on va la faire évaluer. Je m'étais informée comment ça coûtait faire évaluer une entreprise et ça coûtait plus cher que ce que ça allait probablement valoir parce que je m'étais informée auprès de 2-3 évaluateurs puis ils étaient comme, ça vaut pas la peine, comme je te vendrai pas mon service pour le fun, t'aimeras pas ça. Mais eux avaient supposément quelqu'un qui allait pas charger cher et tout parce que eux avaient aussi fait le même principe qu'avec moi, avec un gars en comptabilité. Donc on voyait qu'il semait des graines un peu partout pour avoir plein d'entreprises qui étaient actionnaires et finalement j'ai comme fait, ben là, moi je préférais avoir quelqu'un d'impartial, qui est pas votre ami, qui est pas votre partner. Mais encore une fois, on m'a dit non. Et j'étais tannée, j'ai dit, you know what, je veux juste me débarrasser de ça, faisons-la évaluer, je demanderai un prêt à la banque, je vais vous le racheter, it's fine. Et finalement, ça a été évalué vraiment plus cher que ce que ça valait. Quand j'en ai parlé à des gens qui travaillent là-dedans, ils sont partis à rire, puis ils ont dit ça vaut pas ça, je m'excuse. C'est pas pour dénigrer ton entreprise, mais ton entreprise, elle vaut pas grand-chose avec les revenus que tu fais actuellement, puis le nombre de clients, ça fait pas assez longtemps que ça existe, donc elle vaut pas grand-chose. Mais j'étais tannée et j'ai décidé de racheter malgré tout. Malgré que ça valait pas ça, j'ai acheté la paix. C'est vraiment ça que j'ai fait. Et aujourd'hui, je considère que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai fait le move et après, quand je me suis rendu compte du move que j'avais fait, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais 2 personnes d'expérience plus vieilles que moi avec moi et moi. Et la banque m'a appelé. Une fois que j'ai retiré mes partenaires, j'ai travaillé d'entreprise, du compte de banque, et la banque m'a appelé. Moi, je les ai payés. Donc, j'ai pris un petit peu dans la marge de crédit qu'on avait, un peu beaucoup, pour racheter les parts en me disant que j'ai pas eu besoin de prendre de prêt. On m'a prêté de l'argent, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont pu m'aider.
Et j'ai pris un petit peu dans la marge de crédit aussi. Donc, j'ai pas demandé de prêt. J'avais utilisé la marge de crédit qu'on avait pour racheter les parts et je payais un petit peu d'intérêt dessus, mais c'était la solution qui était la plus logique. Et la banque m'appelle et me dit, là, je me souviens pas des montants, mais par exemple, j'avais 30 000 de marge de crédit. Je dis n'importe quoi, je me souviens pas c'était quoi le montant à ce moment-là. 30 000 de marge de crédit et, mettons, 20 000 de carte de crédit. Donc, on a un total de 50 000 d'argent qui peut me backer. La banque m'appelle. Oui, madame, on se rend compte que vous êtes rendu la seule actionnaire, nanana. Vu que vous êtes rendu seul, vous avez une moins grosse capacité d'emprunt et donc, on va réduire la marge de crédit au lieu de 30 000 à 10 000. Là, encore une fois, je dis les chiffres au hasard. Et votre carte de crédit de 20 000 à 5 000. Quelque chose comme ça. Mais moi, là, ma marge est à côté, puis ma carte de crédit est à côté en ce moment parce que je viens de racheter les parts. J'avais aussi, à ce moment-là, j'avais déjà engagé ma première employée, j'avais ma paye, j'avais sa paye. J'étais comme ça, là. J'étais comme ça au niveau d'entreprise, mais ça arrive à beaucoup d'entreprises d'avoir une marge pleine, une carte de crédit pleine. Il y a des solutions, it's fine. Je me disais, ça va être correct. Mais là, elle me dit ça. Là, j'ai dit, OK, mais disons que sur le 30 000, il me réduisait ça à, je vais dire 10 000. Mais moi, j'étais à 20 000. J'avais comme 10-15 000 de trop par rapport à ce qu'il me prêtait. Donc, j'ai dit à la madame, j'imagine que dès que je vais avoir fini de rembourser cette portion-là, vous allez baisser la marge. Elle m'a dit non. Elle dit, dans le fond, il faudrait que tu rembourses le supplément dans les 48 prochaines heures. Pardon? J'ai 25 ans, je viens de racheter mes parts d'entreprise, je viens de vivre un cauchemar pendant 3 mois. Puis là, tu me dis qu'il faut que je rembourse 15 000 $ en 48 heures. Premièrement, qui a cet argent-là? Je ne nommerai pas l'institution bancaire, mais supposément qu'il y a full les entrepreneurs, puis qu'il y a les entrepreneurs de demain, et qui veulent nous aider et tout ça. Bullshit. Ils voulaient pas m'aider du tout. Là, j'ai dit, ben là, madame, j'ai dit, parce que si j'ai utilisé 15 000 de marge de crédit, c'est parce que j'ai pas l'argent, tu sais, je peux pas te le rembourser en 24 heures, là. Ah, ben là, va falloir trouver une solution. OK, avez-vous des suggestions à me proposer? Est-ce que vous pouvez me faire un prêt? Est-ce que, au pire, je vais payer plus d'intérêt sur le prêt? T'sais. Non, il va vraiment falloir que vous trouviez une solution de votre côté. Donc là, panique. Je me dis, j'ai fait la pire erreur de ma vie, je viens de m'endetter, je vais faire faillite, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je demande un prêt personnel, je suis pas sûre que... Moi, j'ai déjà un prêt pour une voiture, fait que à un moment donné, au prêt personnel, s'ils voient qu'en plus je suis endettée pour l'entreprise, est-ce qu'ils vont me prêter de la grosse panique? Puis là, le temps que la transaction se fasse, ça prend quand même plusieurs mois. Fait que ça fait plusieurs mois que je travaille on my own. Et j'ai commencé à faire la transition avec mon amie Molly, qui a son cabinet comptable, qui est à ce moment-là pas nécessairement tant mon amie. On se connaît un peu, on a un projet commun, mais on n'est pas si proches. Et je commence à me faire accompagner par elle, et une chance que je l'avais. Parce que moi, je suis arrivée sur un appel avec elle, puis je pensais que je faisais faillite. Et elle m'a dit, wait a minute, il y a des solutions. On va y arriver, on va couper certaines dépenses, on va faire un plan de paiement. Puis finalement, j'ai été quand même chanceuse parce que mes parents m'ont prêté des sous pour que je puisse rembourser la marge de crédit et la carte de crédit, le supplément qu'il y avait. Mais sincèrement, si j'avais pas eu l'aide de Molly pour échelonner les paiements puis faire un plan de paiement puis enlever le stress puis vraiment m'accompagner dans la gestion de mon cash flow, la gestion de mes finances, et que j'avais pas eu un peu d'argent de mes parents pour m'aider, je sais pas c'est où que la banque voulait que j'aille chercher l'argent, puis je sais pas ce qui se serait passé. Bien sincèrement, j'ai trouvé que la banque était vraiment pas aidante pour une jeune entrepreneur qui veut supposément aider, parce que les jeunes entrepreneurs sont donc bien importants pour cette institution financière-là. Ça a été un bout vraiment rough, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et entre-temps, un peu avant de racheter mes parts, Molly et moi, on a lancé un projet commun qui s'appelait Mojito et Mindset dans ce temps-là, qui était un projet de formation en pleine pandémie, formation QuickBooks pour la comptabilité et formation Shopify pour le e-commerce. Et on a lancé ça ensemble sans vraiment se connaître, et aujourd'hui, Molly est une de mes meilleures amies. On se parle à tous les jours, on se voit toutes les semaines. Et on a lancé ce projet-là qui, c'est une autre histoire complètement, mais ça a été toute une aventure, ce projet-là aussi. Donc, c'était de la formation en ligne. On a vendu une première cohorte avec 10-12 personnes. Ça allait super bien. Et elle aussi a fait le move de se séparer de son partenaire d'affaires. Et vu que c'était les deux entreprises qu'on avait qui étaient propriétaires de Mojito et Mindset, et non Amélie et Molly, ça a créé un petit peu de trouble et on a dû laisser tomber ce projet-là. On l'a reparti quelques mois plus tard. C'est pas exactement le même projet, c'est quelque chose de semblable.
qui s'appelle Veston et Talons, qui est mis de côté actuellement parce qu'on se concentre vraiment sur nos business respectifs. Donc Molly, comme je disais, a un cabinet comptable, moi j'ai une agence marketing. Donc on a mis un peu ce projet-là sur la glace. Il y a quelques formations qui sont quand même disponibles, donc je vais mettre le lien dans la bio si vous voulez aller voir quand même le site web, mais c'est un peu sur la glace en ce moment, mais ça reste que ces formations-là sont quand même encore bonnes et on va reprendre ce projet-là éventuellement. Pour l'instant, on se concentre sur nos business respectifs et sur notre podcast Mêle-toi de tes affaires qu'on a lancé l'année passée en 2023. Donc, je vais aussi mettre le lien dans la description. Je vais également mettre le lien de son site web, cabinet comptable, et de mon site web, l'agence marketing, si jamais ça vous tente d'aller voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y avait ce projet-là aussi qui a rendu un peu difficile le rachat des parts parce que là, comment ça allait se passer. Mais vu que moi, j'ai racheté mes parts, l'entreprise Mojito Mindset m'appartenait encore. Du côté de Molly, ça s'est passé vraiment différemment. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est son histoire à elle. Tout ça a fait une transition vers où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai racheté les parts et Moose a continué d'évoluer. J'ai engagé depuis ce temps-là plusieurs employés avec qui j'ai travaillé. On a développé des nouveaux services, donc au départ, on était vraiment plus axé sur l'image de marque, la conception web et un petit peu de médias sociaux que quelques clients nous demandaient par-ci par-là. Aujourd'hui, on offre tout ce qui est encore image de marque, design graphique, conception web, les spécialisations comme Shopify Partner pour les boutiques en ligne. On offre maintenant de la stratégie et de l'accompagnement, donc un plan marketing, l'accompagnement stratégique pour vraiment faire évoluer les entreprises. On offre aussi tout ce qui est de la gestion des médias sociaux et aussi la création de contenu, donc la création de visuels graphiques, photos, vidéos, rédaction, planification stratégique pour les médias sociaux. Donc, l'entreprise a vraiment évolué dans les dernières années. Jusqu'à 2022, début 2023, je me suis rendue à 7 personnes dans l'équipe chez Moose. Vraiment belle équipe avec rédactrice, stratège, des designers, mon adjointe. Il y a eu une espèce d'hyper-croissance en 2021-2022. En 2023, avec l'arrivée, j'ai l'impression, de la crise économique, les gens, à partir de 2023, devaient commencer à rembourser les prêts COVID aussi. Il y a eu une baisse au niveau de la demande en marketing et je pense que pour avoir parlé avec plusieurs entrepreneurs, il y a eu une baisse en général dans la demande de mandats. Et 2023 a été une année vraiment challengeante en termes d'entrepreneuriat. J'ai mis vraiment de côté la création de contenu, les projets personnels. Ça a été une année assez difficile. J'ai dû couper énormément dans mon équipe. J'ai des gens qui sont partis d'eux-mêmes que j'ai décidé de ne pas remplacer, qu'on a réussi à prendre les mandats dans l'équipe qu'on avait. J'ai aussi dû faire des mises à pied, envoyer des gens que j'aimais beaucoup travailler avec eux. Ça n'a pas été facile, je n'entrerai pas dans les détails de cette situation-là. Il y a des gens pour qui c'est pour le mieux qu'on se soit séparés. Et il y a des gens que j'aurais vraiment aimé garder aussi dans mon équipe. Ça a été une année vraiment challengeante, mais ça m'a permis de me repositionner un peu, de revoir mon modèle d'affaires. Et c'était tous des employés. Donc quand je parle de 7 personnes dans l'équipe, c'était tous des employés. Et j'ai revu mon modèle d'affaires pour maintenant avoir quelques personnes à l'interne et de travailler beaucoup avec une équipe de pigistes. Donc, le modèle d'affaires, la manière de fonctionner a un petit peu changé. J'ai beaucoup appris. Ça a été une année vraiment formatrice. Donc, c'est un peu là que je suis rendue actuellement. Donc, ma vision pour cette année, c'est vraiment de restabiliser l'entreprise, de penser un peu out of the box au niveau des services pour répondre aux besoins actuels des entreprises qui font tous face à la problématique de la crise économique. Tout coûte cher, peut-être qu'eux ils ont moins de revenus, mais en même temps, sans marketing, on n'a pas de revenus, on en a moins, donc c'est quand même important le marketing. Donc j'essaie de penser out of the box, d'être plus ouverte aux possibilités et de travailler beaucoup avec des pigistes. J'ai aussi décidé cette année de prendre un petit peu plus sérieusement mon rôle d'influenceur, créatrice de contenu. C'est pas quelque chose que à l'heure actuelle ça me rapporte vraiment des sous, mais c'est quelque chose éventuellement qui peut m'en rapporter.
Je le fais d'abord et avant tout par passion. Je veux reconnecter avec ma créativité. Donc, j'ai décidé cette année de prendre plus au sérieux ça et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Si je parle un peu du futur, je vois Mouze, mon agence, continuer d'évoluer, peut-être, oui, engager quelques personnes, mais surtout collaborer avec des pigistes. J'aime avoir des collaborations sur le long terme et je me vois continuer de penser out of the box et de continuer de développer les services. Donc, de continuer à développer les services pour Mouze, mais aussi de développer mon côté influenceur, créatrice de contenu UGC. Donc ça, c'est vraiment à, on va dire, court terme, cette année, prochaines années. Et des fois, il y en a qui vont poser la question où tu te vois dans 5 ans, où tu te vois dans 10 ans, mais j'ai vraiment de la misère à répondre à cette question-là. Évidemment, Mouze demeure mon entreprise principale, je veux la garder toute ma vie, mais peut-être qu'éventuellement, dans 5 ans, dans 10 ans, je me retirerai un petit peu des opérations pour soit me concentrer sur la création de contenu, peut-être d'autres projets. J'aimerais éventuellement investir en immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais j'ai de la misère à répondre à la question où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans parce qu'il y a 5 ans, si on m'avait posé la question, j'aurais jamais pensé être où je suis aujourd'hui. Et il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé me lancer une agence. Peut-être que je pensais être designer graphique à mon compte, peut-être faire des ongles pour finir les fins de mois, être travailleur autonome. Ça paraît pas, mais j'aime vraiment me faire les ongles. Donc, avoir plusieurs genres d'emplois comme travailleur autonome et vivre de ça. Mais il y a 10 ans, on m'aurait dit que je lancerais une agence marketing et que je rachèterais mes parts et que je deviendrais spécialiste Shopify, que je deviendrais créatrice de contenu. Je l'aurais pas cru, donc je trouve ça vraiment difficile de me projeter trop dans l'avenir. Ce qui résume pas mal mon parcours entrepreneurial. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si jamais vous voulez plus de contenu lifestyle et business, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment un mélange de vidéos un peu comme ça. Conversation à la caméra, mais aussi un mélange de vlogs, donc des vlogs de routine de mon quotidien, mais aussi de behind the scenes et de business. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!